RDC, victoire des FARDC et des Wazalendo contre le RDF M23. Bonjour à vous chères auditrices, chers auditeurs, chers amis. Bienvenue sur Africa Flashes, votre fenêtre ouverte sur l'actualité. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette édition spéciale, où nous plongeons au cœur des événements qui façonnent le destin de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un récit détaillé et immersif des récentes opérations militaires, des appels à la désarmement des groupes rebelles, et des réflexions profondes sur la cohésion nationale indispensable pour surmonter les défis qui assaillent notre pays. Asseyez-vous confortablement, car nous allons explorer ensemble ces thèmes avec une profondeur qui va au-delà des simples faits, en intégrant des analyses historiques, des contextes géopolitiques et des perspectives humaines qui rendent cette histoire vivante et relatable. Le Congo, cette terre riche en ressources et en histoire, continue de lutter pour sa souveraineté, et c'est à travers des moments comme ceux que nous vivons actuellement que se forge l'avenir d'une nation unie et prospère. Commençons par les faits saillants de ces derniers jours. Dans la nuit du 10 octobre 2025, entre 5h et 6h, les drones de combat des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, ont exécuté des frappes chirurgicales précises contre les positions tenues par les rebelles du M23 à Lubimbe et Kibanda Mangobo. Ces opérations, menées avec une précision remarquable, ont permis la reprise immédiate de ces localités stratégiques. Plusieurs éléments du M23 ont été neutralisés lors de ces assauts, et un important arsenal de matériel de guerre a été récupéré par nos forces. Imaginez la scène, au cœur de la nuit, dans les collines escarpées de l'Est congolais, les drones survolent silencieusement les positions ennemies, leurs caméras infrarouges captant chaque mouvement. Puis, en un instant, les frappes tombent, illuminant le ciel d'explosions contrôlées, qui désorganisent les lignes rebelles. Cette victoire n'est pas seulement militaire, elle symbolise la détermination inébranlable des Congolais à défendre leur territoire. Félicitations à tous les Congolais qui ont compris et intégré nos messages de vigilance et de soutien à l'armée nationale. En effet, aujourd'hui, plusieurs de nos compatriotes, qui avaient été arrêtés de force et contraints à combattre aux côtés du M23, ont choisi la voie du courage en se rendant aux patriotes Wazalendo, emportant avec eux des armes et de nombreuses munitions. Ces actes de défection ne sont pas anodins. Ils témoignent d'une prise de conscience collective que la vraie force réside dans l'unité et la loyauté envers la patrie. Nos héros avancent, la tête haute, le cœur rempli d'amour pour le Congo. Ce pays ne tombera jamais tant que ses fils et filles resteront unis derrière son armée. Soutenons sans relâche nos FARDC et nos patriotes Wazalendo, car la liberté se conquiert par le courage et le sacrifice, des valeurs ancrées dans l'histoire même de notre nation. Pour bien comprendre l'importance de ces événements, replongeons-nous dans le contexte historique qui a mené à cette situation. La région de l'Est du Congo, riche en minerais comme le coltan, l'or et le cobalt, a été le théâtre de conflits armés depuis les années 1990, suite au génocide rwandais de 1994, qui a forcé des millions de réfugiés à franchir la frontière. Parmi eux, des éléments des anciennes forces génocidaires ont formé des groupes comme les Forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, qui se sont implantés dans les forêts denses du Kivu, exploitant les ressources locales et semant la terreur parmi les populations civiles. Le M23, quant à lui, émerge en 2012 comme une mutinerie au sein de l'armée congolaise, revendiquant une meilleure intégration des Tutsis congolais, et accusant le gouvernement de Kinshasa de marginalisation. Soutenu par des allégations de liens avec le Rwanda voisin, ce groupe a alterné périodes de calme et d'offensives intenses, contrôlant à plusieurs reprises des zones entières riches en minerais. Ces conflits ont coûté la vie à des millions de personnes, déplacé des populations entières et créé un cycle vicieux de violence, où les ressources naturelles deviennent le carburant de la guerre plutôt que le levier du développement. Aujourd'hui, les opérations comme celle de Lubimbe et Kibanda Mangobo marquent un tournant, démontrant que les FARDC, renforcés par des formations spécialisées et un soutien international limité, sont en mesure de reprendre l'initiative. Mais au-delà des victoires tactiques, c'est la résilience des communautés locales qui impressionne. Les patriotes Wazalendo, ces défenseurs volontaires issus des villages mêmes, incarnent l'esprit de résistance congolais,
protégeant leurs familles et leurs terres avec une ferveur qui rappelle les luttes anticoloniales menées par des figures comme Patrice Lumumba. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel, adopté le 1er octobre 2025 par le Comité conjoint de supervision de l'accord de Washington, signé par la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, les forces armées de la RDC appellent toutes les factions des Forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises, ou à la MONUSCO, en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Cet appel n'est pas une simple formalité, il s'inscrit dans une stratégie plus large visant à démanteler les réseaux rebelles qui minent la stabilité régionale depuis des décennies. Les FARDC demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR de se désolidariser de ces groupes rwandais et de les sensibiliser pour qu'ils se rendent, sans condition, aux autorités de la RDC ou à la MONUSCO. En cas de résistance ou de refus de coopérer, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force. Cette mesure, bien que ferme, est nécessaire pour protéger les civils innocents qui souffrent quotidiennement des exactions de ces groupes. Imaginez les villages isolés du Nord Kivu, où les habitants, souvent des agriculteurs ou des mineurs artisanaux, sont pris entre le marteau des rebelles et l'enclume des opérations militaires. Des histoires poignantes émergent, des familles entières fuyant leurs hommes, emportant seulement quelques biens essentiels, tandis que les enfants grandissent dans l'ombre de la peur. Pourtant, au milieu de cette adversité, des actes de solidarité se multiplient, comme ces communautés qui aident discrètement les déserteurs à rejoindre les lignes gouvernementales, risquant leur vie pour un avenir pacifié. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent à tous leurs militaires l'interdiction stricte de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Toute violation de cette consigne permanente expose son auteur à des sanctions sévères, soulignant l'engagement des FARDC envers une armée professionnelle et loyale. Les forces armées exhortent également la communauté internationale à faciliter le processus de paix en cours, en vue de détruire complètement la menace à laquelle l'Ituri fait face avec l'activisme de la Codeco et d'autres groupes armés. Les forces armées de la RDC renforcent leurs capacités opérationnelles. À ce sujet, plus de soldats militaires ont terminé ce vendredi 10 octobre une formation spécialisée à Bunia, assurée par des instructeurs indonésiens, bangladais, népalais et autres de la MONUSCO. Cette formation arrive à point nommé, comme l'estime le lieutenant-général Luboya Njondo, gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri. La plupart de ces jeunes recrues viennent tout droit des centres d'instruction, et pour performer sur le terrain, ils doivent devenir plus professionnels. Ensemble avec nos partenaires, nous avons organisé cette session pour qu'ils s'acclimatent, apprennent à manier de nouvelles armes, perfectionnent leurs tirs et assurent que cette menace soit vraiment détruite et anéantie. Cette initiative s'ajoute à d'autres formations organisées il y a quelques mois, qui ont déjà prouvé leur efficacité, reconnaît le lieutenant-général Luboya Njondo. Nous avions commencé par les forces spéciales, et ces unités nous ont grandement aidés. C'est grâce à elles que nous n'avons jamais cédé un seul territoire. Vous l'avez vu sur le littoral, ce sont ces forces spéciales qui soutiennent les troupes de couverture. Sur les différentes lignes de front en Ituri, la bravoure et l'engagement s'affichent ouvertement. Les forces armées, sous le commandement efficace du lieutenant-général Luboya, constituent un rempart infranchissable pour les ennemis de la République, qui continuent d'essuyer des revers et des déconvenues. Pour approfondir, rappelons que l'Ituri, province voisine du Kivu, a elle aussi été ravagée par des conflits ethniques depuis les années 1990, opposant principalement les communautés Lendu et Ema autour du contrôle des terres fertiles et des mines d'or. La Codeco, coopérative pour le développement du Congo, initialement une milice de défense Lendu, s'est muée en un groupe armé impliqué dans des massacres et des pillages, exacerbant les tensions intercommunautaires. Les formations comme celle de Bunia ne sont pas seulement techniques, elles incluent des modules sur les droits humains, la protection des civils et la stratégie contre-insurrectionnelle, inspirés des meilleures pratiques internationales. Des instructeurs népalais, par exemple, apportent leur expertise des opérations en terrain montagneux, similaires aux collines de l'Ituri, tandis que les Bangladais partagent des leçons tirées de leur mission de paix en Afrique. Ces efforts renforcent non seulement les capacités militaires, mais aussi la confiance des populations locales,
qui voit en ses soldats former des protecteurs plutôt que des oppresseurs. Des anecdotes circulent. Un jeune recrue, originaire d'un village dévasté par la Codeco, raconte comment cette formation l'a transformé en un combattant discipliné, motivé par le désir de reconstruire sa communauté. Chers compatriotes, il y a une année, nous avons pris l'initiative d'une consultation des acteurs politiques et de la société civile dans le but de frayer le chemin d'une cohésion nationale. Quelques mois plus tard, nous avons salué la déclaration et la volonté du président de l'Ensemble pour la République, Martin Fayulu Madidi, qui avait clairement exprimé sa volonté de rencontrer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le but de contribuer à cette question de la cohésion nationale à travers un dialogue ou une concertation nationale. Dans ce même discours, nous avons félicité le chef de l'État pour sa promptitude et son accord direct à rencontrer les acteurs du peuple, car cette rencontre a redonné une lueur d'espoir à notre peuple pour une cohésion nationale renforcée. Aujourd'hui, cette question de la cohésion nationale demeure réelle et s'invite comme préalable pour régler la situation complexe de notre très cher pays dans ces contextes tendus sur le plan sécuritaire, socio-économique et politique. En effet, sur le plan sécuritaire, le pays est divisé. Kinshasa vit normalement pendant que la rébellion consolide ses assises avec des pertes de vies humaines tous les jours dans l'Est. Sur le plan socio-économique, malgré les efforts du gouvernement, la situation reste précaire, avec une inflation galopante, un chômage endémique et une dépendance aux exportations minières qui profitent peu aux populations locales. Sur le plan politique, les différents accords conclus avec des tiers pour la paix n'ont jusque-là rien donné de concret, laissant les tueries et la souffrance de notre peuple s'accentuer. C'est pourquoi il est temps que chaque acteur se lève pour qu'une solution définitive soit trouvée à ces problèmes qui rongent notre pays depuis des décennies. La cohésion nationale, en dehors de tous les leaders politiques et de la société civile, passe par deux acteurs clés. Le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Si Joseph Kabila est appelé président honoraire aujourd'hui, demain le président Félix Tshisekedi le sera aussi. Ainsi, nous devons apprendre à conserver et à valoriser les bibliothèques vivantes de la République que sont nos anciens dirigeants. Chers compatriotes, nos différences ne doivent pas nous pousser à déchirer la République. Nos différences ne doivent pas nous pousser à nous détruire au détriment de la République, mais elles devraient plutôt nous pousser à nous surpasser et à nous poser de vraies questions sur notre responsabilité en tant que leader. Ainsi, compte tenu de tout ce qui précède, nous lançons un appel solennel, d'une part au président honoraire Joseph Kabila Kabange, conformément à l'article 63 de notre Constitution qui stipule que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure, et d'autre part au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, en sa qualité de symbole de l'unité nationale, garant de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale conformément à l'article 69 de notre Constitution, à prendre de la hauteur pour qu'une rencontre directe de haut niveau s'effectue entre les deux de manière à fixer et régler d'abord ces problèmes du pays, et ceci pour l'intérêt national. Cette rencontre ne sera pas un signe de faiblesse pour l'un ou l'autre, mais plutôt une expression d'attachement à la patrie et à ses intérêts, suivant la vision de notre Constitution et des pères de l'indépendance. Nous proposons que cette rencontre se fasse sous la médiation d'un fils du pays, l'une des rares personnes valeureuses qui nous restent encore, le président honoraire du Sénat, le patriarche Léon Kengo Wadondo. Ce dernier n'est pas seulement crédible pour les deux, mais il est également un monument, le symbole de l'histoire et des acquis de la République. Chers compatriotes, le développement de notre pays doit décoller. Pour ce faire, il est temps que nous allions au-delà de nos égos pour nous fixer tous vers l'intérêt de la République. Une République dont nous avons tous la responsabilité de bâtir avec conscience et détermination. Une conscience qui nous amènera à léguer à nos enfants un pays fort et uni au cœur de l'Afrique, avec la facilité de leur raconter son histoire glorieuse. Prenons de la hauteur pour la République. Engageons-nous pour la République. Travaillons pour la République parce que ensemble nous pouvons, ensemble nous devons. Que Dieu bénisse notre nation ainsi que son vaillant peuple. Poursuivons avec d'autres développements sur le terrain. Dans la nuit de jeudi à vendredi vers 1h, les forces armées congolaises, les FARDC, ont lancé une frappe aérienne sur les rebelles du M23 et leurs alliés à Tanguiza, ciblant une mine où ils exploitaient de l'or illégalement,
selon des témoins locaux. Un chauffeur a été fortement choqué par l'attaque, un camion a été endommagé ainsi que les fenêtres des bureaux alentours. Au matin, les rebelles ont interrompu les activités sur le site et évacué une quantité importante d'or déjà extraite. Dans la matinée, les M23 et leurs alliés ont fait venir depuis Bunia un appareil de brouillage à Tangisa. L'exploitation aurifère a repris dans l'après-midi. Cette opération met en lumière l'aspect économique des conflits. L'or de Tangisa, extrait illégalement, finance les armes et les munitions des rebelles, perpétuant un cycle où les richesses du sol congolais servent à sa destruction plutôt qu'à son essor. Historiquement, depuis l'époque coloniale belge, les minerais ont été au centre des convoitises, avec des compagnies multinationales exploitant les ressources sans retombées locales, laissant les communautés dans la pauvreté. Aujourd'hui, des initiatives comme le traçage des minerais sans conflit tentent de briser ce cercle, mais les frappes comme celle de Tangisa montrent que la bataille se joue aussi sur le front économique. Dans le groupement de Lubero, les combats entre les rebelles du M23 et leurs alliés d'un côté, et les FARDC avec les patriotes Wazalendo de l'autre, se sont poursuivis toute la matinée. Les forces gouvernementales FARDC et les patriotes Wazalendo affirment tenir leur position à Ikobo, à environ 1 heure à pied de Massissi et Lubero, des localités toujours sous le contrôle des rebelles du M23 et leurs alliés rwandais au nord et au sud. L'armée congolaise reste en alerte et oppose une résistance ferme aux multiples tentatives d'attaque de leur position par la coalition ennemie. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est revenu sur la situation opérationnelle dans le pays. En ce qui concerne les opérations sur les lignes de front dans le nord et le sud Kivu, il a rassuré que les forces armées de la République démocratique du Congo restent en alerte et opposent une résistance ferme aux multiples tentatives d'attaque de leur position par la coalition ennemie, afin de défendre le territoire national. La communication de la Première ministre, chef du gouvernement, a porté sur 3 points principaux. D'abord, l'intervention de son Excellence Monsieur le Président de la République au Global Gateway Forum, à Bruxelles. À ce sujet, la Première ministre a rappelé que dans sa quête permanente pour le retour de la paix dans notre pays depuis son investiture à la magistrature suprême, le Président de la République n'a cessé de ménager ses efforts pour assurer la stabilité et le développement de notre pays. C'est dans ce contexte qu'il a tendu la main au président rwandais lors de son intervention le jeudi 9 octobre 2025 à la 2e édition du Global Gateway Forum, organisé à Bruxelles par l'Union européenne. L'appel lancé par le président de la République à son homologue rwandais vise essentiellement l'arrêt des violences et le développement économique de la région des Grands Lacs, en ce qu'il est celui qui parraine et soutient les M23. La Première ministre, chef du gouvernement, a engagé par ailleurs le gouvernement à prendre en compte la volonté exprimée par le président de la République au cours de ces forums, celle de voir la République démocratique du Congo se positionner comme la destination stratégique de premier plan pour les investissements européens, notamment dans les projets d'infrastructures, d'énergie et de transition verte, mais aussi dans le cadre de partenariats bilatéraux gagnant-gagnant avec tout pays désireux de développer des projets structurants mutuellement bénéfiques. Chers amis, mes très chers compatriotes, le président Félix Tshisekedi a tenu un discours lors d'un forum à Bruxelles où il a tendu la main à Paul Kagame pour faire la paix et repartir sur de nouvelles bases. C'est une bonne chose. La paix, nous la voulons tous. Mais à quel prix? Je peux me tromper, je suis humain, mais j'ai l'impression que nous, Congolais de la République démocratique du Congo, avons une mauvaise lecture des relations internationales. Nous avons une perception naïve des rapports entre États. Mes chers amis, en relations internationales, la morale n'existe pas. La charité n'existe pas, c'est le plus fort qui écrase le plus faible. Les exemples de l'Irak, de la Libye et de bien d'autres pays sont probants. Ces nations ont été transformées en champs de ruines par nos soi-disant sauveurs occidentaux. Laissez-moi vous choquer, personne n'aura pitié de nous, même pas à cause de nos millions de morts. Les Occidentaux s'en fichent complètement de nous. Pour preuve, cela fait plus de 30 ans que la République démocratique du Congo est en sang, avec plus de 10 millions de morts, et pourtant l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies et les puissances occidentales détournent leur regard tout en nous parlant des FDLR qui n'ont jamais causé un seul mort au Rwanda depuis 1994. Je préfère vous dire la vérité,
Sauf peut-être un miracle, on ne peut pas gagner une guerre avec des dirigeants qui souffrent d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de l'homme blanc. On ne peut pas gagner avec des dirigeants qui attendent que d'autres décident à leur place. On ne peut pas gagner avec des opposants qui passent leur temps dans des capitales occidentales à chercher le pouvoir. Jamais. Impossible. On ne peut pas non plus gagner avec des dirigeants dont les familles et biens sont en Occident, qui au moindre souci de santé prennent l'avion pour aller se faire soigner en Occident. À cela s'ajoute une autre réalité honteuse, une armée d'affairistes. Je souhaite vous raconter une petite histoire. Quand je vivais à Kinshasa, juste à côté de moi, un haut responsable militaire louait une villa à 3000 $ par mois pour sa concubine à Gombe, même pas pour sa femme officielle. Il faut voir le luxe, l'opulence, les voitures de prestige 4x4, les réceptions. Je me suis demandé combien gagnent ces soldats pour vivre avec un tel faste, et surtout comment un tel responsable militaire peut-il accepter de mourir pour la patrie face à un général rwandais pour qui la guerre est une question de survie? Ces contrastes disent tout sur notre crise morale et patriotique. Nous devons nous remettre en question. Nous devons mobiliser nos intelligences. Nous devons réformer nos institutions. Nous devons bâtir une nouvelle armée réellement nationale, digne et disciplinée, et surtout éduquer nos enfants dès le bas âge à l'amour de la patrie et à la défense de la République. Nous devons changer notre manière de penser. Nous ne sommes plus dans les années 60, 70, 80. Le monde a changé. Observez les comportements de notre président et de notre classe politique. Depuis son dernier voyage en Russie lors du sommet Russie-Afrique, il n'y est plus jamais retourné. Il décline toutes les invitations du président Poutine. Pourquoi? Pour plaire à l'Occident. Pire encore, lors de ce voyage à Moscou, plusieurs accords avaient été signés, notamment un sur la réhabilitation du chemin de fer congolais. Mais à peine cet accord annoncé, les médias occidentaux comme France 24 et TV5 ont commencé à le critiquer. Et que s'est-il passé? L'Allemagne a proposé à son tour d'investir dans le même domaine à hauteur de 24 milliards de dollars américains. Mais où est passé ce projet aujourd'hui? Voilà comment les Occidentaux nous roulent dans la farine. Ils bloquent toute alternative puis laissent nos rêves en suspense, et nos dirigeants tombent dans le piège. À chaque problème, ils appellent la fameuse communauté internationale. Mais c'est qui cette communauté internationale? Au moment où d'autres peuples s'assument et se défendent, nous Congolais attendons toujours nos sauveurs occidentaux. Et quand on essaie de parler, certains compatriotes nous disent « Nous ne sommes pas le Mali, nous ne sommes pas le Burkina Faso ». Je leur demande alors « Nous sommes quoi? Un simple réservoir de matières premières pour les Occidentaux? » Arrêtons avec cette blague, sortons de la distraction. Le monde a changé. D'autres nations prennent leurs responsabilités, cherchent leurs propres solutions et avancent. Mais nous continuons à tendre la main, à demander de l'aide, à mendier des interventions. Il est temps de sortir de cette dépendance mentale. Nous ne sommes plus des enfants. Notre problème, c'est que la quasi-totalité de nos dirigeants sont formatés par l'Occident. Ils ne peuvent pas voir la réalité du monde autrement. C'est pourquoi j'en appelle ici à la jeunesse congolaise et à la diaspora congolaise. Le salut du Congo ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de Moscou, ni de Pékin. Le salut du Congo viendra de nous-mêmes, de toi, de moi, de notre conscience, de notre courage et de notre unité. Nous devons nous lever, nous organiser, défendre notre pays par l'intelligence, la solidarité, la discipline et la fierté. Nous devons léguer à nos enfants un pays digne, debout et prospère. Si d'autres peuples se battent pour leur survie, alors nous aussi sortons de la distraction. Tôt ou tard, organisons-nous, formons-nous et reprenons notre destin en main. Le temps n'est pas demain, cela serait trop tard. Le temps c'est aujourd'hui. Le Congo doit se relever, et cela commence avec toi, avec moi, avec nous tous. Pour enrichir cette réflexion, considérons les exemples d'autres nations africaines qui ont réussi à briser les chaînes de la dépendance. Le Mali, sous la junte militaire, a pivoté vers des partenariats avec la Russie, renforçant ses forces armées avec des équipements modernes et réduisant l'influence occidentale, ce qui a permis des avancées contre les groupes djihadistes dans le Sahel. Le Burkina Faso, de son côté, a investi dans l'éducation patriotique et la mobilisation populaire, créant des comités de défense locale similaires à nos patriotes Wazalendo, mais avec un cadre plus structuré. Ces pays,
autrefois critiqués pour leur radicalisme, démontrent que l'autonomie est possible lorsque la volonté nationale prime sur les pressions extérieures. En RDC, nous avons les ressources humaines et naturelles pour suivre cette voie. Avec plus de 100 millions d'habitants, une biodiversité unique et des réserves minérales essentielles à la transition énergétique mondiale, notre potentiel est immense. Mais pour l'exploiter, il faut une réforme profonde de l'armée, en instaurant des salaires décents, des formations continues et une lutte implacable contre la corruption. Imaginez une armée où chaque soldat est motivé non par le gain personnel, mais par un sens du devoir, formé dans des académies modernes équipées par des partenariats diversifiés, de la Chine à l'Inde en passant par l'Afrique du Sud. De plus, l'éducation joue un rôle clé. Intégrer l'histoire congolaise, des royaumes précoloniaux à la lutte pour l'indépendance, dans les programmes scolaires, pour forger une identité nationale forte dès l'enfance. Sur le plan économique, les investissements évoqués au Global Gateway Forum pourraient transformer le paysage. Le Congo, avec ses vastes réserves de cobalt, essentielles pour les batteries électriques, pourrait devenir un hub de la transition verte, attirant des milliards en investissements européens. Mais pour que cela soit gagnant-gagnant, il faut négocier des accords qui incluent le transfert de technologies, la formation locale et une part équitable des profits réinvestis dans l'infrastructure, comme des routes reliant l'Est à Kinshasa ou des centrales hydroélectriques exploitant le fleuve Congo. Historiquement, des projets comme le barrage d'Inga ont promis monts et merveilles, mais ont été entravés par la corruption et les interférences étrangères. Aujourd'hui, avec une cohésion nationale, nous pourrions relancer ces initiatives, créant des emplois pour des millions de jeunes, et réduisant la précarité qui pousse certains à rejoindre les groupes armés. Enfin, revenons à l'appel pour une rencontre entre Tshisekedi et Kabila sous la médiation de Léon Kengo Wadondo. Ce patriarche, avec son expérience en tant que Premier ministre sous Mobutu et président du Sénat, représente une continuité historique. Né en 1935, il a traversé les époques, du Congo belge à la RDC moderne, et sa neutralité perçue pourrait faciliter un dialogue franc sur les divisions politiques. Une telle rencontre pourrait déboucher sur un pacte national pour la paix, incluant une réforme électorale, une décentralisation accrue et un plan de réintégration des ex-rebelles. Chers auditeurs, c'est en unissant nos forces que nous vaincrons. Le Congo, avec son peuple vaillant, mérite un avenir radieux. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Africa Flashes, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, likez et partagez cette vidéo, on se retrouve très prochainement, à bientôt.